Donc, bienvenue tout le monde avec notre webinaire Débuter l'enseignement à distance pour le deuxième et troisième cycle du primaire. C'est un webinaire que nous avons décidé d'offrir suite à 3 autres webinaires existants. Donc, il y en avait un sur Google Classroom seulement, un autre sur la production de capsules vidéo pour ses élèves et un dernier pour, dans le fond, la communication avec les élèves grâce au courriel et à la visioconférence Zoom. Ces 3 webinaires-là, il y a plusieurs gens qui les ont suivis, mais par la suite, on s'est rendu compte que on n'avait rien vraiment au niveau de la base pour les gens qui débutent avec l'intégration des technologies puis qui ne savent pas trop par quoi commencer pour communiquer avec leurs élèves. Donc, on s'est dit, on va prévoir 3 nouveaux webinaires, un pour le premier cycle et le préscolaire, donc tout simplement, un pour le deuxième, troisième cycle et l'autre pour le secondaire. Il y a des éléments qui se recoupent dans certains de ces webinaires-là, mais surtout, ça se veut des webinaires destinés aux gens, comme je vous disais, qui débutent leur intégration des TIC. Si vous avez déjà une longueur d'avance de ce côté-là, bien, il se peut que la rencontre d'aujourd'hui, vous la trouviez redondante, puis on ne vous empêche pas de quitter là, si jamais le contenu ne vous concerne pas ou que ça ne vous convient pas. Mais on veut vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions. Donc, censurez-vous pas aujourd'hui, il n'y en a pas de questions nounoun. Si on va trop vite, vous notez la question, vous nous la reposez, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Le but du webinaire, c'est vraiment de vous accompagner, de vous rassurer et puis, bien sûr, de vous épauler là, dans les démarches que vous prenez avec le virage numérique là, qu'on est un peu obligé de prendre pour certains puis qui parfois là, arrive vite. Alors, je nous présente rapidement Maryse Rancourt, moi-même, c'est PETIC, Patrick Fleury, conseiller pédagogique TIC également, et ma collègue Mélissa Gendron, qui a une portion de tâche CPTIC, mais qui a également une portion de tâche pour la mesure 3810, donc ce qui est lié aux outils d'aide à l'apprentissage, aux demandes des élèves aussi pour les classements, etc. Alors, ça va nous faire plaisir chacun d'animer un petit bout de la rencontre. Je laisse la parole à Patrick. Oui, mademoiselle, tu peux garder ton image, par exemple, D'accord. Maryse. Une petite activité pour commencer, juste très, très rapide, pour prendre le pouls un peu de votre comment vous vous sentez face à tout ce défi-là qui arrive dans nos classes. Le numérique, maintenant, c'est plus quelque chose qu'on peut passer à côté. Je pense que c'est la grande vague qui arrive. Je vais vous inviter à prendre dans vos outils un petit crochet pour aller souligner, mettre un crochet sur le sentiment que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes zen ou en contrôle? Je vais vous dire comment faire après pour le crochet. Est-ce que vous êtes heureux et fier de ce nouveau défi? Est-ce que vous êtes en réflexion? Est-ce que vous êtes déjà prête ou en surcharge? Donc, en haut, si vous allez en haut de votre écran, vous avez option d'affichage avec un petit chevron. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir dans un... Si vous glissez vers le bas, vous allez voir annoter. Donc, en disant annoter, vous allez avoir un petit crochet qui s'appelle marge. Marquage. Marquage, c'est ça. Mais c'est mar, 3 petits points, âge. Il y en a qui ont pris leur crayon. Quelle belle initiative. Tout est possible. Fait que vous pouvez soit mettre un marquage, soit aller mettre un petit flèche. Comment vous vous sentez? On voit que la surcharge... Vous pouvez choisir plus qu'une option aussi. Surcharge. En réflexion aussi. Oui. Je veux pas... la situation actuelle, ça vient un peu chambouler tous nos fonctionnements. Il faut tout adapter, il faut se revirer rapidement. Fait que c'est normal. On a le choix aussi entre certains outils plutôt que d'autres. De quelle façon on va adapter notre enseignement. Ça demande effectivement beaucoup de réflexion. La réflexion, parfois, c'est pas juste nous, hein? On en parle avec nos collègues, on en parle avec les gens autour de nous. Tu sais, la réflexion, ça s'élargit souvent à plusieurs personnes. Vous faites peut-être partie de certains groupes Facebook d'enseignants, peut-être que vous allez chercher aussi vos réflexions ailleurs. Là, c'est tout à fait sain et nécessaire en ce moment. Il n'y a personne de zen et en contrôle. Non, puis regarde, moi, je vais rajouter folle et hors contrôle. Ça, c'est moi. Ouais, c'est bon, ça. Un peu. Fini. Là, il y a peut-être plein de gens qui vont venir cliquer sur ton folle et hors contrôle. Je suis la première à cliquer. Là. Il y a des bouts. Là. Je vois plus clair. Ah, moi aussi, de bord. C'est bon. Ça nous donne une bonne image
Et vous n'êtes pas seul non plus, hein, parce qu'on est tous un peu dans chaque catégorie. Pas beaucoup de monde sont en contrôle. Mhm. Lentement, mais sûrement, on va y arriver. Donc, je vais effacer vos notes. Je l'ai fait. Merci. Trop rapide. Alors, nous vous présentons également, avant d'aller plus loin, la trousse numérique CSDL enseignant. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit notre enregistrement d'aujourd'hui va être déposé sur notre nouveau site web. Il s'appelle Trousse numérique CSDL enseignant. Et puis, bon, j'ai mis l'adresse courte ici en bas. C'est quand même assez long à prendre en note. Donc, je vais vous dire qu'il y a un raccourci qu'on a fait installer sur le bureau virtuel dans l'onglet Ressources. Et aussitôt que vous cliquez sur l'onglet Ressources, c'est dans le premier onglet qui va popper. C'est vraiment Ressources numériques centralisées pour les employés. Et on bascule, mais on glisse un petit peu le curseur vers le bas. Les deux premiers sites sont la trousse APO, puis je me souviens plus quoi d'autre juste en haut. Puis le troisième qui va vous apparaître, c'est la trousse numérique CSDL enseignant. Ça se veut un site web qui va centraliser des ressources pour surtout l'enseignement à distance et l'apprentissage à distance aussi. Là-dedans, il y a des ressources pour vous, les enseignants, autant sur comment communiquer avec nos élèves, comment utiliser différentes plateformes numériques comme Classroom, comment envoyer des courriels à tous nos élèves en même temps, au lieu d'entrer des adresses une à la fois. Il y a plein de choses. Il y en a aussi pour les élèves. Donc, les élèves qui doivent s'approprier, je ne sais pas moi, Zoom, qui doivent s'approprier Classroom, qui doivent... bon, fait que, bref, il y a une section aussi on réfère parfois à des sections pour dédiées aux élèves, donc on peut leur envoyer des liens Internet pour les outiller aussi, puis qu'ils se forment à certaines plateformes. Il y a beaucoup de tutoriels vidéo là-dedans. Il y a aussi du contenu qu'on a écrit, là, toutes sortes de trucs pour vous aider, vous faciliter la vie, mon Dieu, créer des capsules numériques. Pas mal tout ce qu'on donne aussi dans nos webinaires, ben, c'est mis là-dessus. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, bien sûr, le but premier, depuis qu'on est en confinement, ce qu'on a priorisé, c'est la communication avec les élèves. Alors, c'est certain que plusieurs ont mis en réflexion là, tout à l'heure dans comment vous vous sentez. Bien, communiquer avec vos élèves, ça fait partie aussi de la réflexion. Donc, vous avez sûrement déjà établi, si ce n'est fait là, à l'heure actuelle, des modalités de communication avec les élèves, soit individuellement, souvent vous les avez appelés, peut-être que vous leur avez envoyé des courriels, peu importe, ou par Classroom, ou bon, comment les rejoindre individuellement. Il y avait différentes façons. En sous-groupe aussi, parfois, ben, l'enjeu peut se poser, ou en grand groupe. C'est à vous donc de décider, évidemment, selon là, je sais qu'au début, il y a eu des consignes de données aussi, là, où on devait intervenir de façon individuelle avec les élèves. Donc maintenant, votre mode de communication, il peut être un ou des modalités, là, soit pour communiquer de façon individuelle, en sous-groupe ou en grand groupe. Alors, il faut réfléchir à ça au départ. Puis dans notre site web aussi, on propose des façons de communiquer individuellement, à l'aide de courriels, d'appels téléphoniques. Ça a l'air nono, mais les appels téléphoniques, ben, pour pas que les élèves puissent vous rappeler, pour pas qu'ils puissent retracer votre numéro de téléphone, quels sont les trucs, les conseils à savoir. Donc, il y a plein de choses là-dessus. En sous-groupe également, donc de quelle façon on peut inviter seulement certains élèves, soit une visio dans Zoom ou encore dans Classroom avec un Google Meet pour la visioconférence de Google, ou encore, ça peut être bon, par courriel. Puis en grand groupe également, il y a différentes façons aussi avec lesquelles on peut communiquer. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, on va partir de la base et on va aller en augmentant, entre guillemets, le niveau de difficulté selon ce que vous vous sentirez à l'aise d'adopter. Également, on peut établir le moyen de communication privilégié. Ben, on en a déjà parlé. Je pense la fréquence aussi des communications. Ça, c'est important afin d'établir une routine. Donc, soyez bien à l'aise. Là, je sais qu'au secondaire, bon, eux, ils ont reçu là, un agenda très bien, en fait, établi là, de quels sont les moments auxquels ils peuvent contacter les élèves. Alors, en mathématiques, c'est 2 fois par semaine, des plages d'1h30, etc. Donc, vous, au primaire, ben, quelles seraient vos fréquences de communication? Puis que ce soit toujours la même chose d'une semaine à l'autre, ça peut aider beaucoup. Ça va aider les parents, puis ça va aider les élèves aussi. Ça sécurise tout le monde. Établir aussi un plan de travail hebdomadaire. Alors, si vous êtes, je ne sais pas moi,
en 5e année, par exemple. Puis là, vous vous dites, bon, ben j'aimerais ça qu'une fois par semaine, mes élèves, je vais leur parler de stratégie de lecture, peut-être une autre fois par semaine, je vais leur parler d'écriture, de grammaire, tiens, puis une dernière fois par semaine de mathématiques. Donc, d'établir votre plan de travail à l'avance, ça va être grandement facilitant. Là, on vous montrait simplement ici une planification hebdomadaire suggérée, mais suggérée dans le fond pour le temps qui est accordé à la maison, là, le temps qui devrait être en fait là, prévu pour les parents ici. Donc, je mets le bémol là, parce qu'au départ, on croyait que c'était quelque chose qui était suggéré aux enseignants, mais c'est quelque chose qui est adressé dans le fond aux parents de la part de la chaire de l'UNESCO suite à la COVID. Là, bien sûr, le lien il est ici. Mais en fait, ça propose aux parents, voici le nombre de temps par jour que vos enfants pourraient prendre dans leur suivi scolaire. Évidemment, si on regarde ce nombre de temps-là, pour chacune des activités à gauche, ça fait beaucoup de minutes par jour. Donc, on on va pas proposer ces 5 activités-là chaque jour, évidemment. Mais si vous aviez à privilégier ou à avoir une petite idée du nombre de temps à accorder à chacun de de ces chacune de ces disciplines-là, en fait, ben, ça vous donne une petite idée de ce qui est attendu au niveau là, de la Charte de l'UNESCO, ce qui est recommandé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est à titre indicatif, évidemment, votre jugement professionnel étant toujours de mise. Donc, bien sûr, on va prioriser certaines activités, certaines matières, mais reste que ce qu'ils proposent pour, en fait, globalement faire le tour des apprentissages, c'est de se concentrer sur les aspects qui sont ici. Je laisse la parole maintenant à Mélissa qui va donc nous parler des bases et de notre système pour dire que c'est des bases. Très intéressant. Mélissa, est-ce que tu veux avoir le contrôle de l'écran? Oui, je vais partager. Parfait. En attendant, gênez-vous pas pour utiliser le clavardage qui est à côté de la conversation pour poser des questions. Étant donné qu'on est 3, on a le temps de répondre à vos questions aussi sur le clavardage sans problème. Alors, comme Maryse l'a mentionné, dans le fond, c'est qu'on a séparé, mettons, en 3 niveaux. OK? La façon que vous pourriez communiquer avec les élèves, pardon. Puis je vais juste revenir sur le fait que la raison pour laquelle on part comme ça, dans le fond, on fonctionne en 3 niveaux. C'est que, premièrement, on ne veut pas que vous vous sentiez comme si on vous met de la pression pour tout intégrer d'un seul coup parce que c'est impossible à faire. Là. Il faut se donner du temps aussi. Surtout, OK, il faut surtout se donner du temps pour s'approprier les choses. Puis ce qu'on a commencé à recevoir comme message dernièrement, c'est que notre site web, là, il est génial. C'est pas parce que c'est notre site web que je l'ai dit, là, mais dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais les gens qui commençaient avec l'intégration des technologies se sentaient un peu perdus. Fait que dans le fond, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est une espèce de ligne directrice, des étapes à suivre afin de vous approprier une certaine base, OK, pour être un peu plus à l'aise là, dans l'utilisation des technologies. Puis éventuellement, vous allez pouvoir pousser un peu plus loin. Puis vous allez savoir par où vous enligner. Alors bref, les bases, bien, ce serait très correct que cette année, que vous continuiez de fonctionner avec seulement le téléphone et le courriel. Avec le téléphone, vous gardez contact avec les élèves. Il y a un contact individualisé, personnel, humain qui se fait, puis c'est tout à fait correct. Là, Maryse vous a dit qu'elle va vous envoyer tantôt le slide. Là. Donc, quand vous cliquez sur comment faire, dans le fond, ça vous ramène sur notre site web, sur une page où est-ce qu'on vous explique comment bloquer le numéro. Okay? Parce qu'on ne veut pas que les parents et les élèves nous appellent à toute heure de la nuit. Alors ça, vous allez avoir l'information. Pour le courriel, donc quand on clique sur comment faire, sur notre trousse numérique, bien, il y a plusieurs mini-tutoriels et des procéduriers là, afin d'écrire aux élèves. Donc, vous allez pouvoir, vous avez les plus vieux, là, 5e, 6e. Idéalement, c'est de leur montrer tranquillement à utiliser leur courriel, aller les consulter avec leur mot de passe. Puis, ça, il faut que les élèves s'habituent là, à l'utiliser. Donc, ici, il y a une procédure pour que vous puissiez écrire à tous vos élèves d'un seul coup. Okay? À partir d'une liste qui est générée dans GPI, entre autres. Oui, Maryse?
Oui, excuse-moi, il y a aussi les troisième et quatrième années. C'est pas juste les cinquième, sixième années. On Ah s'adresse oui, au oui. deuxième et troisième cycle. Mais Oui, juste parfait. dire qu'en troisième et quatrième année, aussi, même en troisième année, les élèves peuvent très bien apprendre leur numéro de fiche par cœur, qui leur sert de courriel. Puis c'est pas trop long, là. Les profs, généralement, en début d'année, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font inscrire à l'intérieur de l'agenda de l'élève, son numéro de fiche, puis il peut l'utiliser aussi pour aller sur le BV, se connecter à son courriel. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça demande peut-être plus d'écrire aux parents, ce que Mélissa va vous dire à l'instant, pour être sûr d'avoir un suivi efficace, mais même les plus jeunes, à partir de la troisième année, ça se fait très bien. Non, c'est ça. La troisième année, l'élève est en cours d'apprentissage. Là, je le vis en ce moment avec mon deuxième. Je m'assois à côté de lui, puis là, j'ai passé l'étape du modelage. Là, je suis en pratique guidée, puis je le laisse tranquillement faire des petites pratiques autonomes. Là, mais bref, il y a cet apprentissage-là. Donc, vous pourriez même outiller les parents en leur expliquant qu'est-ce que vous attendez d'eux. Bien, que l'élève doit se connecter au BV, puis tout ça, tranquillement. Il faut qu'ils apprennent à aller le regarder. Un truc aussi qui est utilisé, entre autres, par l'enseignant d'un de mes enfants, c'est qu'il écrit aux enfants dans leur courriel, puis après ça, il envoie un courriel aux parents disant consultez le courriel de votre enfant avec lui, tout ça. Fait que c'est le fun, l'enfant, il se sent important parce qu'il reçoit un courriel. Et puis, tranquillement, on les habitue à regarder leur courriel. Vous avez aussi une procédure là, pour écrire aux parents ici. Donc, vous pouvez aller chercher les listes à partir de GPI. Tout le procédurier est là également. Donc, c'est super intéressant pour ça. Ensuite, je vais revenir. Donc, ça, c'est pour les bases. Okay? Donc, comme j'ai dit, vous pourriez très bien continuer de fonctionner de cette façon-là cette année. Il faudrait, là, l'année prochaine, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'on se retrouve à être obligé d'enseigner partiellement à distance. Donc, il y a des élèves qui vont être en présentiel, donc d'autres qui vont être à distance. Il faut savoir que le courriel, ça a quand même ses limites parce que quand j'envoie un travail aux élèves, après ça, l'élève qui me le renvoie par courriel, bien, ça fait en sorte que là, ma boîte de courriel déborde. Hein. J'ai plein de messages un peu éparpillés un peu partout. Donc, on peut perdre le contrôle quand même rapidement. Donc, ça, c'est à garder en tête. La deuxième chose, là, la deuxième étape, là, vous voyez qu'on a adopté le système de losange là, des niveaux de difficulté des pistes de ski alpin. Donc là, on tombe à 2 losanges, c'est quand on intègre la visioconférence. Si vous décidez d'utiliser uniquement téléphone, courriel, bien, vous avez le choix entre 2 plateformes de visioconférence. Donc, vous avez le choix d'utiliser Teams, qui est un outil de la suite Office 365. Donc, les élèves y ont accès par le BV. Ou vous pouvez utiliser Zoom aussi, qui est une plateforme de visioconférence uniquement. À la commission scolaire, on a une authentification unique. Donc, on a un domaine CS Laval. Les élèves peuvent passer par le bureau virtuel pour se connecter à Zoom. Patrick va vous parler de Teams. Je vais peut-être vous parler de Zoom tout de suite. Patrick, si ça ne te dérange pas, là, vu que j'ai déjà la parole. Donc, quand on clique sur comment faire, on vous amène sur la page où on vous montre, dans le fond, comment utiliser Zoom avec les élèves. Donc, comment faire? Il y a deux possibilités. Okay? Donc, on peut télécharger l'application pour l'utiliser sur un PC ou sur un Mac. Vous pourriez aussi l'utiliser sur un iPad ou même sur un Chromebook. Là, on les a fait installer. La seule chose, c'est qu'il faut que vous sachiez que quand vous êtes animateur, il y a un avantage à utiliser l'application sur un PC ou un Mac. Entre autres, c'est le tableau blanc. Okay? On a un peu plus de fonctionnalités là, quand on utilise l'application sur PC ou sur Mac. Donc, ça vaut la peine de la télécharger. Puis, si vous voyez juste en dessous, c'est utiliser seulement ce bouton pour vous connecter. Puis, c'est la même chose pour vos élèves s'ils décident de télécharger l'application. Donc, juste ici, se connecter avec l'authentification unique. Puis, en dessous, on vous écrit que l'authentification unique, c'est CS Laval. Puis après ça, bien, l'élève a juste, ou vous, l'enseignant, vous avez juste à entrer votre numéro, pas votre numéro, votre identifiant CS Laval avec votre mot de passe, la même chose que pour le BV. En cliquant ici sur tutoriel, vous avez accès à plusieurs tutoriels, dont comment télécharger l'application,
comment animer une visioconférence, comment, il y a certaines fonctionnalités avancées aussi parmi lesquelles on peut jouer. Tous les tutoriels sont là. Puis pour vos élèves, on vous suggère fortement de se connecter via Internet. Les élèves n'ont pas besoin d'utiliser ils n'ont pas besoin d'utiliser l'application, là, mais on va fortement les encourager à se connecter avec leur compte de la CS. Donc, vous avez la procédure ici. Cette procédure-là peut être envoyée aux parents, donc pour aider leurs enfants à se connecter. Alors, à partir du bureau virtuel, on a fait ajouter le lien vers Zoom. Il faut cliquer sur « Se connecter », juste ici comme il est montré dans l'image, sur l'image plutôt. Alors, on se connecte à l'aide de l'adresse courriel du bureau virtuel. Donc, les élèves doivent avoir leur adresse courriel valide. Et par la suite, la première fois uniquement, il faut confirmer son identité Zoom en allant dans la boîte courriel du bureau virtuel. Donc, les élèves, j'ai mis 2 L à Outlook. J'ai écrit Outlook. Je vais le corriger après. Donc, mais ça, c'est une procédure, c'est seulement à la première connexion, l'élève doit confirmer qu'il est bien qui il est dans Zoom. Et puis, après ça, les élèves, ils vont pouvoir utiliser l'application. Là, ça, c'est juste une petite étape qu'il faut faire la première fois. Donc, la visioconférence, là, il y a quand même beaucoup de choses à dire avec Zoom. Si jamais vous avez des parents, je vais juste revenir une page en arrière. Si jamais vous avez des parents qui sont craintifs parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé dans les médias et tout ça, là, vous pouvez toujours leur envoyer, toujours à la même place, Zoom avec mes élèves. On a toute une section sur la sécurité dans Zoom. Okay? Donc, ici, on affiche toujours s'il y a des petits bugs techniques là, parce que ça arrive des fois, on les affiche ici. Donc, si jamais vous rencontrez un bug, première chose à faire, c'est pas de nous écrire, c'est de regarder sur notre site web, là, voir si on n'a pas un bug à signaler. Et puis, ici, on a tous les changements qui ont été faits par Zoom afin de sécuriser davantage leur plateforme. Puis, en plus de ça, nous, à la Commission scolaire de Laval, les STI, on fait des modifications pour rendre la plateforme encore plus sécuritaire. Donc, si jamais vous avez des parents qui sont frileux à l'idée d'utiliser Zoom, vous pouvez leur envoyer cette page-là également pour les sécuriser, pour les rassurer plutôt. Et puis, je vais juste attirer votre attention. On va rajouter le lien, Maryse. Je ne sais pas si tu peux le faire pour moi pendant que je parle, là, mais parce que cette semaine, j'ai beaucoup de messages en lien avec Zoom quand les profs utilisent le partage d'écran ou quand les profs utilisent le tableau blanc. Honnêtement, là, le tableau blanc, c'est vraiment un bel outil pédagogique. Là. Les élèves, les profs aiment ça. On peut démontrer plein de trucs, de la notation de texte, des démarches en mathématiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire participer les élèves, mais il faut garder en tête que ça peut déraper. Il faut connaître les petits paramètres là, à modifier afin que les élèves ne puissent pas partager ce qu'ils veulent, afin que les élèves ne puissent pas écrire quand ils veulent et ce qu'ils veulent. Donc on offre des webinaires. Évidemment, vous êtes inscrit à celui-là, mais là, je descends dans le bas de la page sur webinaire. On a contacté ses élèves par courriel et visioconférence. À la 40e minute, c'est à ce moment-là que j'aborde les paramètres de sécurité, le tableau blanc, puis tout ça. Donc, c'est important de la regarder. D'ailleurs, il y a un message qui va être envoyé à toutes les directions pour que les enseignants le plus possible regardent cette partie de webinaire-là, à moins que vous vouliez vous inscrire à notre prochain webinaire, là, qui est la semaine prochaine. Maryse, la date, elle est... Je vais juste dire aux participants que vous allez tous recevoir par courriel un lien direct vers la 40e minute de la vidéo dont Mélissa est en train de parler. Fait que cassez-vous pas la tête de tout prendre ça en note. Moi, je l'ai noté dans mes suivis que je vais faire avec vous d'ici demain. Excellent. Donc, puis là, c'est ça, parce que là, ça fait plusieurs fois depuis la semaine passée là, que je réécris, je réponds à des gens de regarder le webinaire à partir, de la 40e minute parce qu'on évite beaucoup de problèmes par la suite, là, des petits dérapages dans nos visioconférences. Mélissa, c'est le 29 mai, notre prochain webinaire. Oui, c'est ça. Je l'ai à l'écran. Donc, le prochain webinaire, c'est le 29 mai. Si vous préférez vous inscrire puis qu'on soit live, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous n'avez pas le temps ou vous voulez avoir l'information plus rapidement,
bien, vous pouvez toujours consulter le webinaire que Maryse va vous envoyer tout à l'heure. Par rapport à Zoom, ça fait pas mal le tour. Patrick, est-ce que tu veux enchaîner avec Teams? Parler de Teams, qui est encore plus intéressant que Zoom. Pas en tout. Je savais. Je t'attends dans la cour proche du rack à bicycle. Ah, bon. Donc, vous voyez, hein, on essaie toujours de donner le choix aux enseignants. On ne veut pas que ce soit juste une idée, un outil qui domine et on veut vraiment donner le choix. Et pour les visioconférences, il y a aussi le choix là. Il y a Zoom, comme Mélissa vient de l'expliquer, Zoom fait des visioconférences, il ne fait que ça, mais il le fait très, très bien. Il faut donner raison à Mélissa cette fois-ci. Mais Teams fait partie, il va aussi très bien, Teams fait partie de toute la suite Office. Fait que si vous voulez faire des visioconférences, c'est un outil qui fonctionne très bien aussi, qui a ses lacunes comme Zoom. Là. Des fois, il y a des problèmes techniques comme dans tout ce qui est informatique, mais en général, on l'utilise beaucoup. D'ailleurs, la majorité des commissions scolaires roulent avec Teams. Ce que je vais vous le montrer rapidement comment on peut faire une visioconférence rapidement avec ses élèves. Tout ce que je vais vous montrer là, les démarches sont aussi sur le site. Donc, si vous allez sur comment faire, vous allez avoir accès à comment faire. Donc, je vous montre ça rapidement. Comment on peut faire ça. Votre point de départ, là, c'est vos courriels. Fait que vous allez dans votre boîte courriel. Dans cette boîte courriel-là, j'ai laissé celui-là ouvert pour c'est génial, merci. Vous allez dans votre boîte courriel et c'est là que vous avez vos outils pour aller chercher d'autres outils de Microsoft. On va cliquer en haut sur la gaufre ou le carré de lancement d'application, mais j'aime mieux la gaufre. Donc, on clique sur la gaufre ici et je vais aller chercher l'application qui s'appelle Teams. Là, pour moi, il est en haut de la liste parce que je l'utilise assez souvent. Si vous ne le retrouvez pas dans vos préférés en haut, vous allez devoir cliquer sur toutes les applications. Et c'est là qu'il va apparaître un peu plus bas votre Teams. Fait que vous l'avez dans la gaufre, l'application Teams est là, on clique dessus. Patrick, c'est juste que nous, on ne voit pas ta gaufre, on ne voit rien. Tu n'as pas partagé ton écran. Pour vrai? Oui, puis Youssef nous le dit aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, on voit l'écran de Mélissa, je pense bien. Là. On voit les visioconférences, puis Zoom encore à notre slide. Moi, je voyais ça comme ça. Tu avais vraiment bien fait ça. C'est bizarre parce que moi, je le voyais comme faux. En tout cas, là, c'est correct? Oui. Tu veux-tu nous remontrer le chemin à partir de... Merci. Maryse, elle fait toujours des bons commentaires pour faire avancer la discussion. Je retourne dans mon courriel. Donc, point de départ courriel, on va aller dans la barre de lancement en haut, qu'on appelle aussi la gaufre. Là. Moi, j'aime bien appeler ça la gaufre. On clique en haut ici. Et là, vous devriez avoir votre outil qui est Teams. Si vous ne le retrouvez pas encore ici, vous allez aller dans toutes les applications et c'est là qu'il va se retrouver. Une fois que vous l'avez utilisé une ou deux fois, il monte dans vos préférés et il va être là. Donc, Teams est là. On clique dessus. Et là, c'est là qu'on tombe dans l'environnement Teams. Teams, c'est, comme je disais tantôt, c'est plus que des visioconférences. Vous pouvez communiquer par écrit avec vos collègues, avec vos élèves. Vous pouvez créer des groupes, vous pouvez gérer des devoirs. Vous pouvez avoir des agendas aussi partagés. C'est une grosse bête. Mais si on s'en tient seulement à la web diffusion, ce qu'il va falloir faire pour créer une web diffusion, c'est d'aller dans le calendrier. Les web diffusions partent du calendrier. Donc, on part de là. Il faut aller organiser une rencontre. Par exemple, ici, je suis dans mon calendrier. Si je veux faire une nouvelle rencontre, je vais aller dire, cliquez ici en haut, là. C'est simple, c'est écrit « Nouvelle réunion ». Je vais aller créer une nouvelle réunion que je vais donner un titre, simplement. Il faut absolument que je rajoute un participant. C'est tout. Fait que là, je peux même me rajouter moi-même parce que j'aimerais ça être présent. Et là, je clique sur Enter et ça va me... Ah, Patrick Allaire, je ne sais pas c'est qui ça. On va recommencer. Il me fait ça des fois. Tiens, je vais inviter ma collègue. En tout cas, nous autres, ça va toujours bien avec Zoom. Oui, c'est ça. C'est pas le nombre de courriels qu'on reçoit, c'est pas ça que ça dit. C'est une blague. Donc, pour être sérieux, donc on fait de rencontres. On invite une personne, absolument, je m'invite moi-même, ça va très bien. Là, pour faire vite, j'ai fait ça. Je peux organiser l'heure, et puis l'heure de fin. Le reste, on ne touche à rien. On peut remettre récurrent si on veut que cette rencontre-là ait lieu toutes les semaines. Et le reste, c'est fini.
Fait qu'on fait juste écrire le nom de la rencontre, on dit le temps que ça va durer et on fait envoyer. Ensuite, vous voyez, ma rencontre est rendue ici, c'est glissé dans mon agenda. Si je veux que maintenant mes élèves participent très, très facilement, je retourne dans mon calendrier, donc je suis dans mon calendrier, je retourne sur l'événement que je viens de que je viens de créer. Et puis, vous voyez dans la boîte, en bas, dans la boîte de dialogue, j'ai un petit message pour rejoindre la réunion de Microsoft Teams. Ça, c'est un hyperlien. Dessous, il y a un lien caché. Fait que j'ai juste à copier ce lien-là et l'envoyer par courriel à mes élèves. Fait que je vais faire copier, je vais dans ma boîte de courriel, j'envoie ça à mes élèves et les élèves vont juste devoir cliquer sur ce lien-là, puis pouf, ils vont apparaître dans votre Teams, ils vont pouvoir participer à votre Teams, à votre visioconférence Teams quand vous allez l'ouvrir. Et là, vous avez accès aussi à couper le micro, vous pouvez couper la caméra des élèves, vous pouvez les nommer juste participants pour pas qu'ils viennent déranger. Vous avez accès à un tableau blanc avec des outils aussi. Vous avez pas mal d'outils pour faire. Après, à la Zoom, mais honnêtement, Zoom va un petit peu mieux. Est-ce qu'on a parlé de la limite de 40 minutes, Mélissa, tantôt avec Zoom, Je pense que qui va reprendre, dans le fond, qui va reprendre à la fin de la période... Non, le message, de toute façon, le message n'apparaît plus. Donc, parce que les derniers temps, il y avait un pop-up qui disait que notre limite de 40 minutes était revenue. On était limité, dans le fond, à 40 minutes avec nos comptes de base. Mais c'est un problème qui a été signalé par Zoom. C'est pas un problème, c'est ça? Non, c'est ça. On a encore le bonheur de pouvoir utiliser Zoom pour plus de 40 minutes. Mais c'est sûr qu'il faut que vous gardiez en tête qu'éventuellement, cette limite de 40 minutes-là va revenir. Mais sachant ça, honnêtement, garder l'attention des élèves plus que 40 minutes dans une visioconférence, c'est quand même assez ardu, là. C'est demandant. Même pour vous, là, vos réunions qui durent 1 heure, ça nous tire du jus, là. C'est difficile de rester concentré. Alors, mais quand même, il faut le savoir là, qu'éventuellement, cette limite-là va revenir puis il va falloir soit faire avec le 40 minutes ou trouver une autre plateforme. Comme Teams. Mais pour l'instant, on a juste à ne pas tenir compte du message de 40 minutes. Moi, il apparaissait encore ce matin. Fait qu'on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Tout simplement. Exact. On n'en tient pas compte. On est illimité encore. Oui. C'est bon? Merci. Alors, c'est moi qui enchaîne. Donc, prochaine, ici. Alors là, on était dans le 2 diamants. OK? Jusqu'à maintenant. Donc, premier diamant, on s'en tient à la base, téléphone, courriel. Là, on veut rajouter une coche de plus, on rajoute la visioconférence. Puis, si jamais vous voulez vraiment là, aller all in, où est-ce que vous vous lancez là, avec la totale, nous, on vous suggère fortement d'utiliser la suite Google Éducation. Vous pourriez décider d'utiliser Office 365, mais pour plein de raisons, puis aussi par expérience personnelle, parce que moi, ça fait 6 ans comme il faut là, que j'utilise Google Classroom, puis j'avais essayé Teams avant, puis je m'assume pleinement, là, mais je suis vendue Google Classroom pour la classe. Donc, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Et puis, si jamais vous décidez de commencer à utiliser Classroom, il faut que vous sachiez que c'est pas quelque chose c'est pas un outil qui va vous être utile uniquement en période de distanciation sociale puis d'enseignement à distance. C'est vraiment un outil qu'on peut continuer d'utiliser quand on a nos 20, 30 élèves en classe. Je l'ai utilisé au secondaire en temps de non-COVID. Et puis, les élèves apprécient beaucoup. Là, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et puis, ce qui est le fun, c'est que la visioconférence a été intégrée à Google Classroom maintenant. Donc, c'est l'application Meet qui a été intégrée. Donc, vous pourriez vraiment centraliser toutes les informations, tous vos travaux, la visioconférence en plus, dans un même outil. Je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Parce que là, si je vous parle de Classroom et que vous n'avez jamais vu c'est quoi Classroom, ça va être difficile de vous repérer. Alors, Google Classroom, c'est une application Google. Donc, quand je vais sur mon lanceur d'applications, Patrick, pas sur les gaufres, quand je clique ici, j'ai toutes mes applications Google et j'ai Classroom qui apparaît. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs tuiles qui représentent, dans le fond, les cours que j'ai créés
ou les cours dans lesquels je suis élève. Alors, je vous montre un cours que j'ai créé. On fait un accompagnement aussi pour le bain linguistique cette année. Donc, j'avais créé ce cours-là pour leur montrer un peu ce qu'on peut faire. Alors, vous avez la première page, la page d'accueil, qui est le flux, qui permet d'envoyer de l'information aux élèves. Vous voyez que le lien Meet est ici. Donc, les élèves, en un clic, ils peuvent rejoindre notre visioconférence. Quand je leur envoie aussi des informations là, dans le flux, je peux mettre des pièces jointes. Pardon. Je peux mettre des hyperliens, je peux mettre des images, il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Ensuite, il y a la section travaux et devoirs. Et c'est là qu'on va publier des travaux. Là, étant donné la situation actuelle, ce qu'on propose aux enseignants, c'est de fonctionner par semaine de travail parce que sinon, les devoirs sont un peu pêle-mêle. Donc, on fonctionne, par exemple, cette semaine, du 25 au 29. Voici le plan de travail, ce que tu as à faire. Et ça, c'est tous tes travaux. Puis comme je vous dis, tout est centralisé. C'est centralisé pour l'élève, puis c'est aussi centralisé pour les enseignants parce qu'à partir de Classroom, on va pouvoir faire le suivi des travaux en temps réel, on va pouvoir corriger, offrir de la rétroaction vocale, écrite, sous forme de vidéo. Bref, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On va pouvoir envoyer aussi des capsules vidéo. Par exemple, si je vous montre ici, une capsule vidéo sur les fractions simples. J'affiche le devoir ici. Et là, vous voyez les consignes du travail. Donc, cette semaine, nous abordons une nouvelle notion, les fractions simples. Et je dis à l'élève, regarde la capsule vidéo en prenant quelques notes dans le Google formulaire ci-joint. Donc, je vais juste vous le montrer rapidement. Donc, j'ai utilisé un Google formulaire pour partager la nouvelle théorie avec les élèves, donc sur les fractions simples. Et ensuite, je pose 2 questions aux élèves. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as compris de la vidéo? Alors, tu peux résumer un tout petit peu ce que tu as compris. Puis après ça, je veux que l'élève s'attarde sur qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Parce que je ne veux pas non plus que l'élève me dise « Ah, j'ai rien compris! » C'est pas vrai. C'est impossible que tu aies absolument rien compris. Fait que c'est d'essayer d'aller trouver qu'est-ce que les élèves n'ont pas compris. Puis ces réponses à ce formulaire-là, ils vont tous arriver. Moi, je vais avoir un beau résumé de toutes les réponses. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir intervenir beaucoup plus efficacement par la suite. Donc, j'ai une emprise sur mes planifications futures. Tu sais, le petit bout de théorie qui n'est pas compris par 80 de mes élèves, bien, je vais faire un retour en grand groupe. Mais la portion de la théorie qui n'est pas comprise par 5 des élèves, bien, je vais la traiter avec ce 5 %-là en rencontre, en sous-groupe. Donc, ça nous donne une belle emprise. Puis encore une fois, pas juste en contexte d'enseignement à distance, ça me donne une belle emprise, même en contexte de classe. Alors là, je vous montre rapidement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je vais aussi... Oups, je vais revenir ici. Alors, on peut proposer des vidéos. Là, ici, c'est un beau tableau là, qui montre qu'est-ce qu'on peut faire avec un environnement numérique d'apprentissage. Donc, je peux proposer des vidéos, je peux proposer des sites web aussi à mes élèves, des ressources éducatives. Je pourrais même faire des liens vers des articles spécifiques, pas des articles, mais des activités spécifiques de la trousse numérique qui est proposée par le ministère de l'Éducation. Je pourrais donner accès à des présentations d'un cours, donc que ce soit des capsules vidéo, que ce soit des corrigés aussi ou des consignes. Je pourrais donner des exercices aussi aux élèves. Comme je l'ai dit, on va pouvoir suivre en temps réel les progrès des élèves, leur avancement. Donc, beaucoup, beaucoup de potentiel pédagogique avec Google Classroom. C'est sûr que ça prend un certain temps pour se l'approprier. Okay? Donc, ça fait plusieurs fois que vous m'entendez dire Google Classroom. Donc, évidemment, c'est la suite Google. Il faut maîtriser. Marie, je pense que je suis tombée dans ta partie. Hey, mais tu es tellement bien partie, Mélissa. Moi, je te dis, continue. OK. Alors, je vais terminer avec cette diapo-là, puis après ça, je te laisserai continuer. Je m'excuse. Donc, c'est sûr qu'à la base, vous devez maîtriser les outils de la suite Google. Donc, au minimum, il faut comprendre le Drive, comment ça fonctionne. Fait que le Drive, c'est le cloud, c'est de l'info nuagique. Donc, tous nos dossiers, nos documents sont centralisés à un seul endroit. Ils sont sauvegardés
sur Internet. Donc, le gros avantage, c'est qu'on y a accès en tout temps, peu importe où on est dans le monde. Quoi qu'on ne peut pas aller bien loin en ce moment, là, mais éventuellement, on va pouvoir sortir de l'île de Laval. Alors, vous avez ici un beau parcours pour vous familiariser avec l'environnement Google. Ça prend à peu près une quinzaine de minutes. Okay? Donc là, vous avez les hyperliens qui vous mènent vers notre site web. Puis, on vous a organisé ça, de façon linéaire. Là. Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous devez faire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, afin de vous approprier le Google Classroom. Donc, on se familiarise avec l'environnement Google. Il y a une présentation du Google Disc. Puis ensuite, idéalement, il faut comprendre comment fonctionne Google Documents. Google Documents, dans le fond, c'est l'équivalent d'un Word, mais c'est au format Google. Donc, une fois que vous avez compris comment fonctionnent les outils Google, que vous avez maîtrisé la base, que vous vous êtes, par exemple, créé un dossier dans votre Google Drive, par exemple, bien là, on peut pousser un peu plus loin avec l'initiation à Google Classroom. Donc, on a un parcours d'auto-formation sur notre site web. Là, ça dit au complet, c'est 1h13, mais vous n'avez pas besoin de commencer avec 1h13, OK? C'est toutes des petites capsules. On vous a mis la liste ici des 5 capsules vidéo les 5 tutoriels, dans le fond, qui sont importants à regarder pour vous approprier la base. Donc, une vidéo qui vous dit qu'est-ce que Classroom, mes premiers pas avec Classroom, fait que c'est un survol un peu plus en détail de la plateforme. Comment j'organise mon cours, comment je fais pour inscrire mes élèves rapidement, puis comment je fais pour publier des travaux et des devoirs. Fait que ça, c'est vraiment la base. Là. Avec ça, vous êtes capable de fonctionner. Après ça, on a plein de petites vidéos pour aller plus loin, là, mais quand même. Une fois que vous avez regardé ces 5-là, on va vous demander de mettre en pratique tout de suite. Donc, vous allez vous créer un cours test ou un cours bidon dans lequel vous allez... Marie, je suis encore en train de faire ta partie. Dans lequel vous allez inviter des élèves. Mon Dieu, je suis la pire collègue aujourd'hui, je m'excuse. Donc, dans lequel vous allez inviter des élèves. Et là, c'est élèves entre guillemets parce que ce sont... vous pouvez inviter des collègues, par exemple, à venir vous rejoindre. Puis comme ça, bien, eux vont pouvoir vous donner de la rétroaction. Vous allez vous pratiquer à écrire des messages dans le flux, à donner des ressources web aux élèves, à partager de la documentation, à donner des détails sur un examen, par exemple, ou sur un travail. Bref, il faut avoir les mains sur les touches. Dans votre cours bidon, là, je vous dirais, amusez-vous à cliquer sur tout ce qui est cliquable. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous allez apprendre le plus possible. C'est en découvrant par vous-même qu'est-ce que ça fait quand je clique là. OK, puis si je le publie, qu'est-ce que ça fait? Il ne faut pas avoir peur. Là. Il n'y a pas d'élève ou sinon, c'est juste un collègue qui est dans votre cours. Et puis, c'est pas grave si vous vous trompez. Là, il n'y a absolument rien qui va exploser. On clique le plus qu'on peut pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait. J'arrête de parler. Marie, veux-tu continuer? Non, bon. Hey, je suis vraiment terrible aujourd'hui, je m'excuse. J'étais sur une lancée. Mais t'étais bien partie. Écoute. Mais j'ai l'impression que j'ai débuté ça, là, je m'excuse si vous êtes en surcharge cognitive. Oui, on les a pas avertis, hein, eux autres. Ouais. Ça arrive des fois, ça, avec nous autres. Surtout qu'au niveau des TIC, tu sais, je veux dire, on suit des webinaires ou des formations en maths, en français. On a souvent des référents. Puis parfois, au niveau des technologies, il nous manque certains référents. Fait qu'on a l'impression plus rapidement d'être surchargé. Il ne faut pas paniquer. Faut y aller une étape à la fois. Pour vrai, il faut juste commencer avec la base, puis on y va tranquillement, pas vite. Mettez-vous pas de pression. C'est pas notre but du tout. Puis Mélissa, ben, tu sais, elle a tendance à aller vite parce que, bon, c'est notre experte qui a vécu avec Classroom pendant plein d'années avec ses élèves. Mais moi, je me le suis approprié cette année tranquillement, pas vite. Puis j'ai été à mon rythme et ça a bien été. C'est sûr qu'on ne connaît pas tout au départ, mais on apprend tranquillement, pas vite, comme nos élèves. Je termine ma partie, dans le fond, pour Classroom, pour que les élèves se connectent et participent. Donc, je vais juste vous dire que chaque élève doit connaître son adresse courriel, CSDL, ainsi que son mot de passe pour qu'il puisse se connecter à Classroom parce que
Classroom, en fait, pour se connecter, bien, les élèves peuvent passer par le bureau virtuel, hein, soit dit en passant. Aussitôt qu'ils arrivent sur le BV, sur leur page d'accueil du BV, il y a un petit lien vers Google Classroom sur lequel ils peuvent cliquer. Également, vous aussi, là, je ne sais pas si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dans votre BV aussi, quand vous arrivez sur la page d'accueil du BV, il y a un lien vers Google Classroom. Donc, ça prend le courriel et le mot de passe. Ensuite de ça, bien, en deuxième, on doit informer les parents et les élèves quand on débute avec Classroom. Et puis, tout ce que vous voyez présentement, là, il y a des flèches, donc ce sont des liens cliquables. Ici, pour savoir c'est quoi, par exemple, l'adresse courriel de l'élève et son mot de passe initial, parce que au début de la vie scolaire de l'élève, lorsqu'il rentre au préscolaire, bien, en fait, son courriel, c'est toujours son numéro de fiche à 7 chiffres, suivi du a-commercial-cslaval.qc.ca. Puis son mot de passe, il est déterminé par un assemblage, là, je vais le dire, je ne le sais pas par cœur, c'est quelque chose comme les 2 dernières lettres de son nom de famille, plus la première lettre du prénom, plus son numéro de fiche. En tout cas, je ne sais pas par cœur, mais il est écrit ici dans notre procédurier. Puis on vous demande aussi, cette procédure-là, de ne pas la diffuser. C'est à l'interne seulement, là, c'est pour les enseignants de la CSDL, puisqu'on ne voudrait pas, bien sûr, que n'importe qui du public puisse savoir quels sont les mots de passe initiaux de nos élèves. Également, vous dire que ces mots de passe-là, bien évidemment, sont appelés à être changés. Aussitôt que l'élève va utiliser son BV pour la première fois, il est fort probable même que vous l'ayez déjà fait, vous, en tant que titulaire ou même orthopédagogue, vous pouvez aller modifier les mots de passe des élèves sur le bureau virtuel dans l'onglet « Outils » du bureau virtuel. Donc, tout ça, c'est expliqué ici. Donc, là, vous débutez Classroom avec vos élèves. Vous voulez en informer, bien sûr, les parents. Puis, on vous a mis une petite vidéo. Qu'est-ce que Classroom ici? Alors ça peut être une belle petite vidéo à envoyer aux parents pour qu'ils sachent ce que c'est. C'est différent de Classe Dojo. C'est pas la même chose. Classe Dojo va servir à communiquer, par exemple, avec les parents. C'est une très belle plateforme aussi, là. On peut aussi même envoyer des travaux là-dessus. On peut demander des espèces de comptes à rendre de la part de l'élève. Tu sais, il peut nous renvoyer des choses. Mais Classroom, on va beaucoup plus loin et ça nous permet, nous, au niveau de la rétroaction, d'être beaucoup plus avancé là, que tout ce que Classe Dojo, par exemple, pourrait offrir. D'ailleurs, Classe Dojo, j'en profite pour vous dire que c'est ce qu'on propose au préscolaire et premier cycle comme plateforme pour, en fait, d'apprentissage à distance, là, vraiment une plateforme où l'enseignant peut octroyer des travaux aux élèves ou envoyer du contenu, de la documentation, des vidéos, et puis où l'élève aussi peut rendre à l'enseignant certains contenus comme un petit peu d'écriture, il peut rendre aussi une vidéo, il peut rendre un dessin. Donc, Classe Dojo, c'est aussi une plateforme, c'est comme un classroom en très, 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 très épuré, très, très simple, tu sais, vraiment de façon euh, je te dirais, de façon très basique, et ça répond aussi à des besoins. Puis si vous êtes en troisième année puis que vous préférez Classe Dojo, moi, je ne vous empêcherai pas de l'utiliser du tout, là. Mais ce que je vous dis, c'est qu'à partir de la troisième année, ce qu'on a observé, c'est que Classroom convenait très bien des élèves. Ils se l'approprient, ça prend quelques semaines, puis ils aiment ça. Et ça permet, comme enseignant aussi, d'aller de beaucoup mieux, en fait, faire le suivi des travaux parce que tout est centralisé au même endroit, donc ça devient facilitant. Et c'est aussi ce qu'on propose un petit peu plus vieux aux élèves. Donc, la vidéo, pardon, elle est là. Il y a aussi un parcours d'auto-formation pour les élèves. Ça, c'est intéressant. Donc, dites-vous que vos élèves, là, lorsqu'ils débutent avec Classroom, bien, eux, leur auto-formation qui est sur notre site est de moins de 17 minutes en tout. Donc, c'est 3 tutoriels vidéo et puis, ils vont apprendre comment donc, si j'y vais, en fait, je vais vous montrer rapidement. Donc, il y a une page ici qui s'appelle Auto-formation des élèves. Vous pourriez prendre le lien en haut, tout simplement, le lien URL en haut, copier ça et puis aller l'envoyer à vos élèves ou aux parents hein, aussi, parce que les parents pourraient décider de le regarder avec les enfants si vous êtes avec des plus jeunes. Alors, comment ils peuvent se connecter d'abord à Classroom? Donc, on a 2 choix. Ici, j'ai quelque chose d'écrit, donc j'ai une procédure écrite pour se connecter. Et à droite, j'ai la même procédure, grosso modo, mais en tutoriel vidéo que l'élève pourrait décider de regarder. Ensuite, j'ai 2 petites sections, là, je passe rapidement, mais c'est surtout pour les élèves plus vieux qui auraient, par exemple, déjà un compte Google, qui utiliserait Classroom en application, avec leur téléphone mobile ou un iPad. Si vous utilisez Classroom avec ça, bien, ça se peut qu'il y ait déjà un compte Google de connecté sur votre appareil. Bien, il faut le déconnecter pour connecter celui de la CS, dans le fond. Fait que l'élève doit se connecter à Google
sur son iPhone. Moi, j'ai une petite fille de 6e année. Elle a décidé de télécharger l'application Classroom récemment parce que son enseignante vient juste de débuter avec Classroom. Elle a dit, maman, je peux-tu le mettre sur mon iPhone? C'est un vieux iPhone qu'on lui avait donné. J'ai dit oui. Par contre, ça ne fonctionnait pas sur un iPod. Fait que ça, je veux juste vous dire que ça ne fonctionne pas sur iPod parce qu'il n'y a pas d'accès à Internet, en fait, à un navigateur Internet. Puis sur iPad, ça fonctionne très bien. Donc, si on doit faire des changements de compte parce qu'il y avait un compte Gmail de connecter, c'est sûr qu'un Gmail, ça ne marche pas. On ne peut pas rentrer dans le Classroom avec ça. Même chose si vous avez un appareil Android, même vous comme enseignant, là, si vous avez un appareil Android puis qui est déjà lié avec un autre compte que celui de la CS, ben, il faut faire le changement de compte et la procédure, elle est là. Ce sont les 2 boutons ici. Donc, ils sont cliquables. Pour l'élève, donc, ce qu'on va lui demander, c'est de visionner surtout ceci. Classroom, ça ressemble à quoi? En 3-4 minutes, on fait le tour de l'interface de l'élève. Donc, on est vraiment dans une interface d'élève qui ressemble beaucoup à celle de l'enseignant. Puis je vous encourage aussi à aller les visionner parce que vous allez voir ce que l'élève voit exactement. Par la suite, comment l'élève rend ses travaux. Là, c'est un petit 5 minutes, je crois, en tout, et on montre à l'élève pas mal de façons de rendre ses différents devoirs ou travaux. Et finalement, ça peut être très utile en contexte, surtout COVID. C'est pas tout le monde là, qui envoie des travaux numériques. Ça se peut que vous n'ayez pas de fichier numérique à envoyer à vos élèves, puis que vous leur dites, ben faites-moi, je sais pas moi, votre démarche de résolution de problème dans tel cahier ou encore sur une feuille. Puis l'élève, ben, il peut prendre en photo son travail ou même le prendre en vidéo directement dans Classroom et vous le renvoyez. Ça, c'est s'il y a l'application, là, que c'est le plus simple. Là. Donc, si l'élève a une application Classroom de télécharger, ce qui est gratuit, bien sûr, sur son iPad ou sur son appareil numérique personnel, ben, il peut, en un seul clic, à partir de l'application, ben, se prendre en photo ou en vidéo pendant qu'il fait le travail. Puis vous, ça vous explique encore mieux son processus mental. Donc, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux ce que l'élève a fait. Puis il vous l'envoie via Classroom aussi. Donc, ça aussi, la démarche, elle est là. Alors, ça peut être très facilitant pour les élèves, là, à ce moment-là. Ils peuvent s'approprier au moins la base tout seul. Puis là, je vous dis, là, moi, je suis une enseignante du primaire, Mélissa n'arrête pas de me le rappeler, comment je redis la même affaire 2 puis 3 fois pour être sûre que tout le monde le comprenne bien. Ben c'est comme ça que j'ai fait les vidéos. Fait que les élèves, même en 3e, 4e année, là, ils vont comprendre. C'est pas trop expliqué, c'est pas trop compliqué la façon dont je l'ai expliqué. Je voulais que ce soit accessible. C'était mon mot-clé de la journée. Finalement, ben, lorsque vous débutez avec, peu importe là, que ce soit présenté, lorsque vous débutez avec un environnement numérique d'apprentissage, pardon, ben, Mélissa, je crois que j'empiète sur ton territoire ici. C'était mon tour! Ah, jamais une sans deux. Écoute, non, mais... Vas-y, continue. OK, tu m'interromps si je me plante. Alors, c'est parce que Mélissa est tellement bonne pour cette section-là. Tout d'abord, en haut à droite, vous voyez ici la section « J'enseigne à distance ». Donc, c'est le nouveau micro-programme accompagné qui est fait par la TELUC, qui est disponible pour les enseignants du secondaire présentement. Donc, il y a 2 modules, si je ne m'abuse, qui sont disponibles. Et là, bien sûr, cette auto-formation-là va viser à vous outiller pour devenir meilleur pour enseigner à distance. Sauf qu'en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de modules du primaire qui sont disponibles à l'heure actuelle où on se parle. Ceci dit, ils devraient l'être bientôt, sous peu, c'est ce qu'on nous a dit. Mais en attendant, je sais qu'il est fort pertinent tout de même pour le module 1 et 2 de suivre celui du secondaire. Parce que ce qui est expliqué, c'est très, très bien ce qui est montré dans ces nouveaux... dans ces petits modules-là de disponibles, ça s'applique aussi bien au primaire qu'au secondaire. Donc, on est un petit peu en macro là, au niveau de ce qui est montré. Là, on n'est pas dans le on n'est pas dans le pointu de ce qui s'applique seulement pour le secondaire. Tu sais, on est vraiment, par exemple, dans la structure, la proposition d'une structure pour vos cours. Donc, de quelle façon vous voulez les structurer. Par exemple, lorsque vous présentez une nouvelle notion, bien, vous devrez déterminer présentement si vous voulez que votre enseignement se fasse de façon asynchrone ou de façon synchrone. De façon synchrone, qui veut dire en temps réel, donc par exemple pendant une visioconférence ou un appel téléphonique, je ne vois pas trop d'autres façons de le faire de façon synchrone, à moins que vous soyez en salle de classe avec les élèves, évidemment, ou de façon asynchrone. Alors là, de façon asynchrone, c'est que je présenterai ma notion sans être en temps réel avec les élèves. Peut-être que je vais envoyer une vidéo qui a déjà été filmée
de ma notion. Peut-être que je vais en prendre une que moi j'ai faite ou encore une que quelqu'un d'autre a fait, c'est pas trop important. Ou encore, je vais envoyer des notes de cours en PDF ou peu importe. Donc ça, c'est de façon asynchrone. Vous devrez aussi, quand vous prévoyez ça, prévoir des rencontres courtes et un contenu limité. Et là, on vous propose une notion par rencontre. Écoutez, c'est pas beaucoup, là, une notion par rencontre. Euh, on parle, par exemple, d'une notion clé. Puis, je sais qu'au secondaire, ils ont plus de difficultés à respecter ça, une notion par rencontre. Et je sais que les enseignants ont tendance à vouloir en montrer pas mal. Au primaire, peut-être qu'on peut plus facilement s'en tenir à une notion par rencontre. Donc, si vous voulez parler des fractions aujourd'hui, bien, allez-y avec, je sais pas moi, les dénominateurs communs uniquement. Ça va être ça, notre notion aujourd'hui. Tu sais, ou la différence entre le nominateur et le dénominateur, mais on n'ira pas en même temps faire ben, les fractions réduites, puis ci, puis ça. On va s'en tenir à une notion par rencontre. Donc, soyez court, soyez concis et ayez un contenu limité. Peu importe que vous choisissiez que votre enseignement de la notion soit synchrone ou asynchrone, il faut quand même s'en tenir à ça pour garder ça le plus clair possible avec les élèves. Au niveau des tâches à réaliser, bien, on va privilégier que ce soit fait de façon asynchrone. C'est-à-dire que les élèves, là, présentement, nous, on se parle. On est en train de vous montrer des choses, on vous enseigne peut-être du nouveau contenu. Tu sais, je verrais mal comment vous pourriez à la fois suivre notre webinaire, avoir une feuille à côté de vous, puis faire un travail ou encore avoir un fichier numérique dans une autre fenêtre, puis aller faire un travail. Ça s'y prête moins bien. Surtout qu'on est souvent tout le monde en ce moment, on débute notre intégration d'éthique, en gros, surtout de façon à distance avec les élèves, là, cet accompagnement à distance-là, cet enseignement à distance-là, c'est nouveau pour pas mal de monde. Donc, on va y aller de façon, on va privilégier asynchrone. Les élèves vont pouvoir faire leurs travaux dans un temps que vous allez leur donner, au moment qui vont leur convenir. Ils peuvent débuter un travail, décider de le mettre de côté, puis le reprendre plus tard. C'est très correct de le faire comme ça. Puis d'ailleurs, Google Classroom, bien, il facilite ça pour nos élèves. Alors, l'élève peut en tout temps fermer un travail sans même l'enregistrer. Tout s'enregistre automatiquement puisqu'il travaille en ligne. Et lorsqu'il se reconnecte, il rouvre son fichier qu'il est en train de faire sur Google, puis il poursuit. Et quand au moment voulu, il peut l'envoyer à l'enseignant, il peut le remettre, il y a un bouton remise. Alors ça, les tâches à réaliser, bien là, on peut miser sur des tâches plus longues et offrir de la rétroaction régulièrement. C'est important, ça va aider l'élève à savoir si ce qu'il est en train de faire, bien, c'est correct, la tâche qu'il est en train de faire, ou s'il y a des choses à modifier avant qu'il soit rendu à la fin. La rétroaction elle peut être offerte de différentes façons. Ça peut être, par exemple, les élèves ont débuté des travaux, vous avez commencé à en recevoir, vous vous rendez compte que, oups, il y a des petits accros, la consigne n'a pas été bien suivie. Bien, lorsque vous referez un Zoom avec vos élèves ou une visioconférence ou que vous entrerez en contact avec eux par courriel, bien, ça peut être intéressant à ce moment-là de tout de suite corriger le tir. Donc, la rétroaction, elle doit être offerte en fait de façon régulière, pardon. Le retour, enfin, bien, le retour, on va privilégier l'approche synchrone, tout le monde en même temps, que ce soit par petits groupes ou par grands groupes. Alors, par exemple, si on se rend compte que la tâche a plus ou moins bien été réalisée pour X, Y raison, quand on va faire le retour, tout le monde ensemble, là, on va en profiter pour, de façon synchrone, en fait, dire à nos élèves ou en fait leur montrer qu'est-ce qui a accroché et puis quelles étaient, dans le fond, les solutions ou les pistes à suivre pour pouvoir solutionner les problèmes qui auraient été rencontrés. Donc ça peut être fait en grand groupe, comme je vous le disais, pour des difficultés plus communes, c'est quand on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont accroché à certains endroits, ou encore en sous-groupe de besoins. Et là, la visioconférence nous offre une belle plateforme pour aller gérer les sous-groupes de besoins parce qu'on peut inviter seulement quelques élèves. En classe, c'est un peu plus difficile parfois, on a beaucoup de gestion à faire, prendre un sous-groupe d'élèves pendant que les autres sont occupés à faire autre chose de façon autonome. Il faut que ce soit pas long, puis il faut qu'on sache exactement où on s'en va. Parce qu'au primaire, on sait que les élèves ont besoin beaucoup de notre attention et c'est un peu difficile de les mettre à la tâche de façon autonome plus que 15-20 minutes. Là, bonne chance. Je le sais, j'ai enseigné au primaire. Alors, on va y aller, on va privilégier les retours de façon synchrone. Mélissa, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, t'es vraiment bonne. Ah là 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 là! Pourquoi tu te donnes la job? Très drôle. Merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre avec les ressources numériques existantes. Bien, en fait, tu sais, là, on vous parle d'enseignement à distance. Qui dit enseignement à distance dit je dois en fait transmettre à mes élèves du contenu qui n'est pas écrit sur mon tableau vert ou qui n'est pas écrit, que c'est pas moi qui est en train d'écrire sur mon TNI. Bien, si vous avez des ressources en fait de déjà existantes que vous avez faites sur votre TNI et qui sont des fichiers
notebook, des fichiers Smart Notebook, rien ne vous empêche de les envoyer à l'élève. Quoi qu'encore là, un fichier notebook envoyé à l'élève, il faut que l'élève ait un notebook sur son ordinateur pour l'ouvrir. C'est pas super comme, comme idée non plus, là, parce que l'élève risque de ne pas pouvoir ouvrir un fichier notebook. Patrick, tu me corrigeras si je me trompe. Je te corrige tout Euh, de suite, Maryse. Pardon? Oui, je te corrige tout de suite. Oui, vas-y, corrige-moi. Un fichier notebook, tu peux l'envoyer avec un lien. Donc, ton fichier va être dans les nuages et tu peux l'envoyer avec un. Ceux qui ont suivi la formation TNI 1 ou TNI 2, on voit comment faire, créer un lien. Et puis, on peut envoyer le lien, les élèves vont pouvoir le voir en ligne. OK, mais mettons que tu me dis ça vite de même, puis je veux savoir comment on fait. Je pourrais vous le montrer. Non, mais est-ce qu'il faut juste prendre notre fichier puis le déposer dans notre Google Drive ou le déposer sur OneDrive pour que Même ça fasse un lien? pas, même pas. Parce que Ah, c'est cool, plus simple que ça encore. merveilleux. Mais est-ce que vous voulez que je peux vous continuer à expliquer? Je reviens Ben tantôt. oui, oui, c'est parfait parce qu'envoyer un lien, tu sais, s'il y a des gens qui ont des fichiers notebook déjà, c'est super facilitant pour eux s'ils peuvent l'envoyer. Merci. Donc, je suis due pour suivre ta formation, Patrick. TNI pas très populaire de ce temps-ci, je vais te dire. Non, hein? Alors, dans les ressources existantes, là, nous, ce qu'on vous propose ici, c'est un Padlet de ressources au primaire classé par discipline. Un Padlet, c'est juste un outil numérique qui existe, qui permet, dans le fond, de répertorier plein de ressources ensemble puis de créer des catégories. Alors, je vous montre rapidement celui-là, qui est un Padlet qui a été créé par la FEP, donc la Fédération des écoles privées du Québec, mais qui sont super gentils puis qui nous partagent plein de choses. Fait qu'on en profite, on collabore avec eux de plus en plus. Puis là, ben, en haut, on voit ici, bon, des nouveautés du jour, les entreprises de chez nous, c'est pas nécessairement ce que je souhaite. Je vais glisser mon curseur un peu vers la droite et je vais voir, par exemple, apparaître ici des ressources au préscolaire. Et là, bon, ils sont en train de charger, donc on ne voit pas tous les aperçus, mais ce ne sera pas bien long. Voilà, c'est en train de s'actualiser. Les ressources générales en développement professionnel. Oups, j'arrive ici en lecture. Et là, vous lisez bien que le titre du Padlet, c'est Ressources éducatives pour le primaire et le préscolaire. Il y a un autre Padlet qui existe pour le secondaire seulement. Alors, tout ce que vous allez retrouver ici au niveau de la lecture, par exemple, ici, ce sont consultes des bandes dessinées en ligne. Alors, je pourrais aller cliquer là puis proposer des liens à mes élèves. Je lis libre des livres gratuits pour les 10 à 14 ans, classés par niveau scolaire et catégorie. Génial. Donc, des ressources numériques de la banque, euh, sélection de livres ouverts, commentés, il y a plein de choses. Là, je suis juste en lecture. Ici, on est en écouter la lecture, peut-être des élèves qui ont des défis, qui voudraient écouter un livre audio ou encore pour les plus jeunes. Alors, on a ici des livres audio. Français, grammaire, écriture. Ah, ce site-là, j'accorde, c'est un gros coup de cœur, moi, que j'ai, qui est un peu comme, ça ressemble un peu au NetMaths, mais en français, en grammaire. Donc, on peut aller donner, les élèves peuvent faire des exercices en ligne qui sont super le fun. Fait que j'en dis pas plus, je vous invite à aller l'explorer. Alors, il y a les autres matières aussi sont là, les autres disciplines, là, anglais, art, éducation à la sexualité, on a même éducation physique, ECR, univers social, évidemment, mathématiques est là. Et on a aussi la robotique et les sciences, pour lesquelles il y a une panoplie de belles ressources pour vous. Et vous ne vous perdrez pas non plus. Oui, ça fait quand même pas mal de clics pour aller regarder, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui va vous prendre la semaine. Donc, quand on s'y met avec une belle petite musique en arrière-plan, puis que vous avez le temps de le faire sur votre temps professionnel aussi, bien là, c'est intéressant de pouvoir explorer une ressource où pas mal tout est centralisé. Puis là, je ne viens pas dire que tout ce qui est de mieux est parfaitement tout là, puis que c'est la seule source. Au contraire, il y en a des centaines de sources, de ressources en ligne. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas, là, ça va m'amener à notre prochaine diapo. Donc, si vous ne connaissez pas certaines de ces ressources-ci, vous allez recevoir, dans le fond, cette présentation avec toutes des sites web à cliquer. Donc, vous pourriez aller, par exemple, dans les vidéos pédagogiques. Donc, ici, ça, c'est vraiment un lien vers des vidéos et pour envoyer des vidéos à vos élèves sur les différentes notions. Souvent, les vidéos, elles existent déjà. Je sais que nous, comme profs, on aime bien les montrer à notre façon, à notre sauce, puis on aime les refaire, mais ça peut valoir la peine, si vous débutez surtout, que vous êtes moins familier avec les technologies, mais de prendre des choses qui existent déjà, quitte à envoyer quelques petites phrases à vos élèves pour dire « Ah, ben attention, telle chose, c'est pas tout à fait exact, etc. » ou « Je préfère que vous le fassiez de telle façon. » Mais reste qu'il y a plusieurs ressources ici au primaire pour les mathématiques, le français qui existent. Ça en sont quelques-unes là au niveau des vidéos. J'ai donc, pour ma part, en fait, ça ferait le tour au niveau de notre webinaire. Patrick, est-ce qu'il y avait, étais-tu prêt pour nous montrer la petite twist pour envoyer un fichier notebook?
Juste avant que tu commences, Patrick, là, je trouve ça écœurant parce que Maryse, à chaque fois qu'elle dit bref, je vous en dis pas plus sur le sujet, elle parle au moins 5 minutes du même sujet après avoir annoncé ça. Je trouve ça magique. Je vous l'ai dit que je voulais être sûre que tout le monde comprenait bien. Puis le pire, c'est que ça fait 5 minutes que j'essaie de te le dire. T'arrêtes pas de parler. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu attendes que je reprenne mon souffle. Mais non, mais tu respires pas. T'es comme un poisson. On s'aime, hein, en passant, c'est là qu'il faut le dire. On est des super bons collègues. M'entendez-vous, là? Oui. J'ai-tu Oui. activé mon micro? Oui, OK. Donc, pour notre book, bref, ça va être court. C'est simple, vous allez voir. Si vous avez déjà du matériel de notebook de fait avec une séquence, on pourrait racheter des vidéos, on pourrait racheter des exercices comme ça, des notions dans votre fichier notebook. Une fois qu'il est terminé, vous voulez l'envoyer à vos élèves. Simple. Vous allez dans Fichier en haut, Partager. Et là, vous avez Partager à l'aide d'un lien. Simple comme ça. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Et ce lien qui va être généré ici, vous l'envoyez à vos élèves. Et en cliquant dessus, ils vont automatiquement avoir accès à votre fichier notebook. Et puis, ils vont pouvoir jouer avec les jeux que vous avez faits. Tout ça. Oh wow, fait qu'il est interactif en ligne aussi. Les élèves peuvent le manipuler. La première fois, moi, il est déjà connecté avec mon compte. Quand vous allez faire partager un lien, il va vous demander est-ce que vous voulez vous connecter avec votre compte. Dites oui. Puis choisir soit le compte Google ou Microsoft, ça fonctionne avec les deux. Et vous vous inscrivez avec votre identifiant, mot de passe, commission scolaire. Et vous avez, c'est ça. Il y a tout un volet aussi qu'on voit dans TN 3 d'habitude, qu'on n'abordera pas parce que c'est plus compliqué. C'est pas même plus compliqué, mais c'est plus long. Il y a une version en ligne du logiciel Notebook qui permet de déposer nos trucs, d'animer des classes et tout le tralala. Donc, et si vous voulez partager un document rapidement, simple, fichier, partager. Et là, on partage avec eux. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Période de questions. On vous attend. Vous pouvez lever la main. Je vais me rendre utile un peu, là. Je vais gérer mes... Tu vas gérer les questions, s'il y en a. Allez-y, là. Faites-moi plaisir. Mais il y avait une main levée, tu l'as manqué. C'est Marie-Josée. Tu gères pas super bien, Patrick, là. Caroline, on t'écoute. J'arrive. Allô? Allô? Ma question, c'est par rapport à Classroom. Tantôt, je l'ai envoyé dans le conversé. Ce qui est quelque chose qui n'est pas clair pour moi, c'est, bon, je suis orthopédagogue, mais j'ai accès déjà à plusieurs groupes titulaires. Mon objectif à moi, ce serait d'avoir un Classroom à part, parce que là, quand je fais partie des groupes titulaires, ça me fait beaucoup de pages, puis beaucoup de liens, beaucoup de messages pour les flux que je reçois. Fait que ce serait bien si je pouvais gérer mon propre classroom. Est-ce que c'est possible de le faire si je suis orthopédagogue et que déjà les élèves sont associés à un groupe en particulier? Ah, mais c'est la beauté de Classroom. Il n'y a pas d'association d'élèves à un cours. Tu sais, un élève là, pourrait être dans le cours de tous les profs s'il le souhaite. Il n'y a pas de limite, là. Donc, vous pouvez vous créer même différents cours pour les différents niveaux. Les élèves vont juste venir rejoindre votre cours ou vous les ajoutez, là. Mais ça, il n'y a pas de problème. C'est bien que vous posiez la question parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question aussi par rapport à l'éducation physique, ouais. Exact. Donc, tu sais, là, ça va vraiment selon vos préférences. Est-ce que vous préférez participer au cours du titulaire? Puis là, par exemple, le titulaire pourrait vous mettre une thématique, l'éducation physique, où est-ce que tout apparaît là, ou peu importe, là, vous trouvez une façon de fonctionner, si vous vous entendez. Sinon, vous avez votre propre cours. Donc, les élèves auraient leur cours avec leur titulaire, là, les tuiles, puis il y aurait une autre tuile pour éducation physique ou suivi en orthopédagogie, par exemple. OK. Facilitant aussi, excuse-moi Caroline, également si tu veux demeurer, dans le cours d'un titulaire, par exemple, tu ne veux pas recevoir toutes les notifications, tu peux aller paramétrer ça dans les paramètres. Alors, Mélissa, si tu veux, je ne sais pas si ton Classroom est ouvert, le mien ne l'était pas, mais oui.
parfait. Donc, il y a un endroit très, très simplement, là, puis d'ailleurs, on va le dire pour tout le monde parce qu'on veut pas, tu sais, on peut être enseignant dans plusieurs cours, puis on veut pas nécessairement recevoir les notifications de tous ces cours-là parce que peut-être qu'on n'est pas le titulaire ou peut-être que c'est le cours de notre collègue qui veut juste nous montrer ce qu'il a fait. Donc, dans le cours pour lequel tu n'es pas titulaire, alors tu pourras aller à gauche complètement. Je vais enchaîner, Maryse. Donc, quand on revient à la racine de tous les cours, là, je clique sur mes 3 petites lignes à gauche et en bas, complètement, j'ai les paramètres. Et là, ça va me donner accès à tous mes paramètres de notification. Je pourrais carrément, tu sais, juste fermer toutes les notifications de courriel là, si je ne veux pas en recevoir, chose que je vous déconseille parce que vous voulez le savoir, surtout, là, vous voulez savoir quand un élève commente sur un devoir parce que vous voulez lui répondre. Il n'y a pas de système de notification à l'intérieur de Classroom. Là, ça fonctionne par courriel. Fait que, tous les paramètres sont ici, mais puis vous avez des notifications par cours. Donc, par exemple, Maryse, elle m'a inscrite à plein de cours, là, puis je te tannée qu'elle fasse des tests, genre à toute heure de la journée et de la nuit. Fait que dans ce temps-là, ben, je venais fermer toutes les notifications pour ce cours-là, donc je ne recevais plus de courriel. Ça veut dire que je pourrais enlever les notifications que je reçois, que les élèves communiquent avec leur enseignant, mais que je pourrais conserver juste les miens. Ben là, si tu es enseignante dans un cours, là, il faudrait plutôt que tu ailles lire ici, que tu fermes ce qui ne t'intéresse pas, par exemple. Non, elle veut dire, Mélissa, que dans le cours où elle est deuxième enseignante, parce qu'il y a déjà une titulaire, elle pourrait fermer les notifications de ce cours-là. Bien, la seule affaire, c'est que si elle veut jamais... pas voir... Bien, la seule chose, c'est que s'il y a un élève qui veut s'adresser à toi, qui veut te faire un commentaire à toi, tu ne recevras pas la notification. C'est pour ça que je dis ça. OK. Dans le fond, dans le cours où tu es deuxième enseignante, Caroline, est-ce que les élèves auraient à entrer en contact avec toi directement dans ce cours-là ou tu es dans ce cours-là juste pour... Je suis dans ce cours-là pour avoir un peu le suivi du fonctionnement du groupe, là. Mais je suis généralement pas concernée, sauf que c'est sûr que là, ces temps-ci, je communique davantage par Classroom parce que j'ai accès facilement sans passer par plusieurs boîtes. Là. Fait que, ça vaudrait la peine, je pense, que tu aies ton Classroom. Je sais qu'on a plusieurs orthopédagogues là, qui ont participé à nos webinaires, puis qui ont démarré ça, puis ils font leur suivi avec leurs élèves, puis ils apprécient beaucoup l'outil. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois point. Il y a des questions dans le clavardage, en fait. Ça a été répondu. Ah, moi, il y en a une autre qui est apparue. Alors oui, Eric, nous allons rendre tous les différents documents de la présentation disponibles. Et puis à quel endroit? Ça va être sur notre site web dans la page webinaire. Tout d'abord, l'enregistrement d'aujourd'hui va être sur la page webinaire, mais vous allez tous recevoir un courriel qui va vous envoyer le lien de la présentation comme telle avec les hyperliens qui sont dedans. Tout ça, également le lien vers notre nouveau site web sur lequel sont déposés tous nos webinaires. Donc, tout ça va être accessible. Alors, on vous remercie sur ça. Il reste une question. Marie-Josée? Oui, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. En fait, on se questionne, ma collègue orthopédagogue et moi, parce qu'on veut créer un Padlet où on va mettre les ressources que les enseignants utilisent à l'école, parce que là, chacun est un peu de son côté. Puis, j'en ai créé un comme test. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que je préférais par colonne, parce qu'on voulait mettre comme, mettons, premier cycle, lecture, écriture, mathématiques, mais si c'est très compliqué d'ajouter après, mettons, si tu veux garder lecture, après, si tu veux insérer des choses, ça marche plus. Non, c'est prévu pour être des colonnes distinctes, mais à l'intérieur d'une colonne, ce sont des ressources qui se suivent. On ne peut pas aller mettre des sous-catégories à l'intérieur d'une colonne. Ben oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y aurait un meilleur outil que ça? Parce qu'on voulait juste quelque chose de très simple où les profs pourraient déposer qu'est-ce qu'ils utilisent. C'est une très bonne question. Tout de suite parce qu'on est en train de cogiter, on essaye, on voit que ça ne marche pas, puis
on se disait, si acheter l'application Padlet pour l'école, ça coûte comme 1000$ pour l'année. Non, c'est ridicule. Puis là, on se disait, ben là, si on en crée un, puis là, je pense qu'il est comme, il est testé, mettons, il est gratuit jusqu'au mois d'août, mais après le mois d'août, on n'aura plus accès à rien pour commencer. C'est juste une liste de ressources, dans le fond, que vous voulez centraliser ça? Oui, c'est parce que, tu sais, tout le monde est comme à gauche, à droite. Et qu'elle soit collaborative. Pas inventer la roue. Oui, vous voulez que tout le monde puisse venir ajouter leurs ressources eux-mêmes, donc il faut que ce soit collaboratif. Mais si vous utilisez la suite Google, que vous enlignez pas mal pour utiliser Google Éducation, moi, je suggérerais un drive partagé. OK. Parce que dans le drive partagé, vous allez pouvoir ajouter des documents, des séquences d'enseignement. Vous me parlez, là, oui. Disparu, évidemment. Vous allez pouvoir déposer des séquences d'enseignement, apprentissage. Tout le monde va être en modification, donc tout le monde contribue dans le fond. Puis ce que je vous suggérais, puis ça c'est une demande, ça fait quelques fois que je reçois cette demande-là, les gens voudraient sauvegarder, si on veut, des liens vers des sites web ou des liens vers des vidéos. Ce que j'ai suggéré, c'est de créer un Google Sheet. Donc, Sheet, c'est l'équivalent de Excel, qu'on va intituler, par exemple, ressources intéressantes. Puis, ce qui est le fun avec Sheet, c'est qu'on peut faire des pages. Donc, je pourrais avoir une page, par exemple, français, une page mathématiques, une page univers social. Et là, on se fait un tableau dans lequel on écrit le nom de la ressource, l'hyperlien, dans le fond, l'adresse URL, avec une brève description des notions qui sont abordées ou peu importe, là, si c'est une vidéo. Fait que ça centraliserait, puis tout le monde y aurait accès. Fait que ce serait juste d'aller copier-coller quand on en a besoin. Et pourquoi Sheet? C'est parce que c'est un outil Google. Non, mais je pense que plutôt qu'un drive partagé, le drive partagé, je le voyais dans ma tête, mais je voyais comme pas le... C'est que le drive partagé, on ne peut pas déposer des hyperliens dedans directement. Okay. Il faudrait, dans un document. Oui, il faudrait que tu ouvres un Google document, puis que là, tu inscrives une section. Tu pourrais aussi ouvrir un Google document, puis faire des tableaux. Le document, il est moins intéressant parce que tu n'as pas le système de page. Là. OK. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le bas de ton... je vais te le montrer. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Josée, j'ai aussi une liste, moi, parce que la question m'a été posée aussi, parce que Padlet, c'est jusqu'à 3, je crois, gratuits qu'on peut créer. Alors, j'ai une liste de 3 autres outils qui sont gratuits, qui sont comme des Padlets. Donc, je vais envoyer ça, je vais le noter dans les questions, puis je vais l'envoyer dans le suivi courriel à tout le monde demain. Les 3 outils qu'on propose, qui sont très, très semblables à Padlet, là, qui ressemblent et qui sont des murs virtuels aussi, où on peut aller mettre une panoplie de ressources, puis où est-ce qu'il n'y a pas de limite de nombre. Oui, puis aussi, il y avait la question du téléchargement aussi. Des fois, il y a des documents qui sont plus lourds que d'autres à être déposés, des séquences vidéo sur une matière, par exemple. Mais ça, généralement, on ne s'en sortira pas. Il va falloir que ça passe par YouTube quand on envoie des liens vers des vidéos. C'est difficile, ça, sinon. OK. Mais je vais vous envoyer aussi dans le suivi courriel qui va vous être fait à tout le monde. Ça va être là. Ah oui, je vois. Donc, donc là, vous auriez tout le nom. Puis en bas, ce qui est le fun, c'est qu'on a des feuilles. Donc, par exemple, ici, je pourrais la renommer puis dire, OK, tout ce qui est ressources... Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais je pourrais la renommer. Voyons, je renomme ça à la place. Ah, bon. Donc, ça pourrait être français. Et là, je m'ajoute d'autres pages. Par exemple, mathématiques. Fait qu'on a accès à toutes les ressources en un seul coup d'œil. C'est pour ça que je trouve intéressant d'utiliser le sheet de cette façon-là. On a comme pas tendance à l'utiliser, mais pourtant, c'est super intéressant. Puis ça fait en sorte que, contrairement à Doc, je n'ai pas besoin de gérer mes marges, puis là, d'aller fouiller plus bas pour trouver le tableau de mathématiques. En tout cas, sur le plan de l'organisation, parce qu'au départ, je dis, j'ai pas tant de choses, c'est pas si grave, mais au fil des années, là, puis quand on est plusieurs à participer, quand on alimente... Ça vient vite. Non, mais c'est ça, là, on se perd rapidement. Oui, alors, dans un drive partagé, Mélissa, dans le drive partagé, ton document que tu crées là, dans le fond, tu le crées à l'intérieur du drive partagé, puis tout le monde y a accès à ce moment-là. Exact. Et là, je m'excuse, j'ai une assemblée du personnel dans 3 minutes. Ah non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a une réunion dans 5 minutes. Oui, on a une réunion dans 5 minutes aussi. Merci beaucoup. Au moins, on a pu discuter de notre problème, puis on a des solutions là, à discuter en équipe. Parfait. Oui. Si jamais vous avez besoin d'autres conseils ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à communiquer avec nous. OK, un gros merci. Ça fait plaisir. C'est très, très utile et aidant. Merci. Tant mieux. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Julie qui nous fait un thumbs up. Donc,
On espère vous avoir un petit peu aidé, vous avoir pisté. Orienté. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses, mais au moins vers les bonnes ressources pour lesquelles qui vont peut-être vous aider à aller plus loin dans votre intégration d'éthique. Merci beaucoup tout le monde.